Je m'appelle Adeline Fournier, j'ai 131 ans. Et on vous a menti sur la survie. Les gens voient mon âge, et ils y voient un miracle, un record à célébrer. Ils me demandent le secret, comme si j'avais découvert une source cachée dans un champ. Ils imaginent une vie bénie, un long fleuve tranquille. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y a seulement la persistance, la lente et silencieuse habitude d'un corps qui a continué à respirer quand tout le reste avait déjà été emporté. Alors, si vous êtes venu chercher une belle histoire, la sagesse des anciens racontée avec un sourire apaisant, vous n'êtes pas au bon endroit. Je ne vous dirai pas comment vivre longtemps. Je vais vous raconter comment j'ai survécu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même histoire. C'est la version que personne ne demande jamais, celle que l'on garde pour soi, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour l'entendre. Mon monde a commencé dans la poussière et la lumière de Provence. Avant les télégrammes et les silences qui pèsent plus lourd qu'une pierre tombale, il y avait l'odeur de la lavande et du thym sauvage, le son des cigales qui grésillaient sous le soleil de l'après-midi. Notre maison était simple, les murs épais pour garder la fraîcheur, le sol en tomates usé par des générations. La vie était rythmée par les saisons, pas par les horloges. Chaque visage que je croisais dans le village était une histoire que je connaissais. Chaque porte était ouverte. Le monde semblait solide, éternel, et je croyais, avec la naïveté d'une enfant, que tout ce qui était là le serait pour toujours. Chez nous, l'amour n'avait pas besoin de mots. Il était dans le pain que ma mère cuisait avant l'aube, dans les mains de mon père qui réparait un outil cassé, dans le bol de soupe chaude posé devant moi sans un mot après une longue journée. On ne se plaignait pas, on ne pleurait pas. On faisait face, on endurait. C'était une force tranquille, une dignité simple que je prenais pour la normalité. Et dans ce monde silencieux et ordonné, il y avait Julien. Il n'était pas encore une absence, pas encore un nom murmuré avec une douleur sourde. Il était une évidence, une présence chaleureuse comme le soleil de juin, un rire qui faisait écho au mien. Il était la promesse que ce monde simple et intact pouvait contenir une joie parfaite, mais c'est aussi là que j'ai appris. J'ai appris quand je suis tombée et que l'on m'a dit de me relever sans pleurer. J'ai appris quand une déception d'enfant m'a serré la gorge et que j'ai avalé mes larmes parce que montrer sa peine était une faiblesse. J'observais les adultes autour de moi, leurs visages calmes face aux soucis, leurs épaules droites sous le poids du travail. J'ai compris que la force ne se criait pas, elle se portait, en silence. J'ai appris très tôt que le silence était une armure. Je ne savais pas encore que je passerais le reste de ma vie à l'intérieur, à l'abri et seul. La guerre n'était d'abord qu'un mot lointain, un grondement de tonnerre derrière les collines. Et puis un jour, elle a franchi le seuil de notre porte. Elle n'avait pas le visage d'un soldat, ni la voix d'un messager. Elle avait la forme d'une lettre fine, tachée de la boue de Verdun. Le nom de Julien était dessus. Je me souviens de mes doigts, qui hésitaient à briser le sceau, comme si, tant que l'enveloppe restait fermée, il était encore possible qu'il soit vivant. Je l'ai lu, une fois, 2 fois, jusqu'à ce que les mots perdent leur sens et ne soient plus que des taches d'encre sur un papier fragile. Puis, j'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai glissée dans ma poche et je suis retournée au champ. Le soleil tapait aussi fort que la veille. La terre était aussi sèche. Il y avait le blé à rentrer, le travail qui n'attendait pas. Personne n'a vu une larme. Personne n'a entendu un cri. J'ai continué. C'était la seule chose à faire. La seule chose que je savais faire. Mais à l'intérieur, dans le silence de mon corps, un monde s'était effondré. Ce n'était pas seulement Julien que j'avais perdu. C'était le chemin que nous devions parcourir ensemble, les enfants que nous n'aurions jamais, les vieillesses que nous ne partagerions pas. Chaque soir, je dépliais cette lettre, et je la relisais dans le secret de ma chambre, sentant un poids s'installer dans ma poitrine. Une partie de mon avenir venait d'être amputée, et j'apprenais à marcher avec ce membre fantôme, cette douleur qui ne se voyait pas. C'est là que j'ai compris la première vérité de ma longue vie. Ce n'est pas une sagesse que l'on trouve dans les livres, c'est une chose que l'on apprend quand on a 21 ans, et que le monde continue de tourner alors que le vôtre s'est arrêté. Le temps ne guérit pas tout. Il nous apprend simplement à fonctionner en portant un poids. Les années qui ont suivi n'ont pas apporté la paix.
Elles ont apporté l'habitude. Puis est venue la Grande Dépression, une époque où chaque miche de pain était une victoire contre la faim. J'avais 35 ans. C'est là que j'ai perdu Luc, mon plus jeune fils, 5 ans. Une fièvre l'a emporté en 3 jours. Le médecin disait qu'il n'y avait rien à faire, mais une mère n'entend pas ces mots. Une mère sent seulement la petite main de son enfant devenir froide dans la sienne. Ce froid, je le porte en moi encore aujourd'hui. Dehors, j'ai continué à m'occuper des autres enfants, mécaniquement. Préparer les repas, laver le linge, les border le soir. Un automate de soins. Mais à l'intérieur, il y avait ce vide immense et cette culpabilité qui me rongeait. Aurais-je pu faire plus? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Le silence est devenu plus lourd. Il y a eu des années de calme apparent après ça. Les autres enfants grandissaient. La routine de la ferme reprenait son cours, un cycle de semailles et de récoltes qui ne se souciait pas de votre chagrin. De l'extérieur, tout semblait normal. La maison était tenue, les repas étaient servis à l'heure. J'étais devenue experte dans l'art de la normalité. Personne ne pouvait deviner que chaque matin, je devais rassembler mes forces juste pour me lever, pour affronter une journée de plus dans un monde où le rire de Luc manquait. Le fossé entre la femme qu'il voyait et celle que j'étais devenue à l'intérieur se creusait un peu plus chaque jour. Puis une autre guerre est venue balayer le monde. Mon mari, que j'avais épousé par devoir, est revenu du front en 1945. Il était parti un homme, il est revenu une ombre amère. Notre mariage, qui n'avait jamais connu la passion, s'est dissous dans un silence glacial. Il n'y a pas eu de cris, pas de porte qui claque, juste un lent éloignement, une indifférence qui s'est installée entre nous comme un brouillard d'hiver. Nous vivions sous le même toit, mais nous étions devenus des étrangers. Je me souviens du jour exact où tout a basculé. Nous étions à table. Il m'a demandé le sel. Ses yeux n'ont pas croisé les miens. Ils ont regardé le mur, juste au-dessus de mon épaule. Et à partir de ce jour, il n'a plus jamais posé les yeux sur moi en me parlant. C'est une solitude étrange, celle que l'on ressent quand on est deux. Le bruit de sa respiration dans la pièce voisine était plus assourdissant que n'importe quel silence. Mon armure ne me protégeait plus, elle m'emprisonnait. J'ai porté la mort de Julien, la perte de Luc et la fin de mon mariage toute seule, dans le secret de mon propre cœur. J'ai cru que c'était ça, la force. Ne rien laisser paraître. Ne déranger personne avec mon propre poids. J'avais tort. J'ai mis des décennies à comprendre une vérité si simple, une vérité que je vous donne aujourd'hui parce que je n'ai jamais pu la dire à personne. La douleur que l'on cache devient lourde. La douleur que l'on partage devient supportable. Mes enfants étaient partis depuis longtemps. La ferme avait été vendue. Mon rôle de mère, mon identité de paysanne, tout ça s'était évaporé, me laissant lisse et inutile comme une pierre polie par la rivière. Et puis, à 95 ans, le téléphone a sonné. C'était pour m'annoncer la mort de ma dernière amie d'enfance. La dernière personne sur terre qui se souvenait de la jeune Adeline, celle qui courait pieds nus dans les champs avant que le silence ne devienne une seconde peau. Et ce fut la perte de trop. Ce n'était pas un chagrin bruyant. C'était un effondrement silencieux. J'ai cessé d'arroser les géraniums sur le balcon. Je les regardais se dessécher, un peu plus chaque jour, et je ne ressentais rien. La cuisine, qui avait toujours senti le pain chaud ou la soupe mijotée, est devenue froide. Je me nourrissais de pain et de fromage, mangeais debout, sans même m'asseoir. Quand on frappait à ma porte, je n'ouvrais plus. Je répondais à travers le bois. « Je vais bien, merci ». Une phrase que j'avais tant répétée qu'elle était devenue un son vide, un écho sans signification. Mon sourire, cette chose mécanique que j'avais perfectionnée pendant des décennies, s'était simplement effacé de mon visage. Je n'avais même plus la force de faire semblant. L'armure avait rouillé de l'intérieur, comme je l'avais toujours su, et maintenant, elle tombait en morceaux. Un jour, ma petite fille est venue. Elle a dû insister pour que j'ouvre. Elle s'est assise en face de moi, dans le silence de mon petit appartement, et m'a regardé longuement. Puis elle a dit, avec une douceur qui m'a transpercée, « Grand-mère, tu as l'air si loin. » Cette phrase, si simple, a fait ce qu'un siècle de pertes n'avait pas réussi à faire. Elle a brisé ce qui restait de ma composition. Personne ne pleurait. La pièce était parfaitement calme. Mais à l'intérieur de moi,
J'ai entendu le bruit assourdissant d'une chose qui se fendait. Je n'allais pas bien. Après son départ, le silence est revenu, mais il était différent. Ce n'était plus le silence de l'effondrement. C'était un silence vide, une toile blanche. Je n'ai pas eu de révélation. Personne n'est venu me sauver. La reconstruction n'a pas commencé par un grand geste, mais par une série de choix minuscules, invisibles, que personne n'a vus. Des décisions prises dans le secret d'un appartement où le temps semblait s'être arrêté. Ouvrir les rideaux chaque matin, arroser une plante sur le balcon, marcher jusqu'à la boîte aux lettres, même vide, écrire une seule phrase par jour dans un vieux carnet. Ces gestes n'étaient pas des victoires, c'étaient des ancres, de petites pierres que je posais chaque jour pour m'empêcher de dériver complètement. Ils ne rendaient pas la vie plus facile, ils la rendaient possible. Lentement, très lentement, j'ai commencé à comprendre que je ne pouvais pas effacer les pertes, ni remplir les vides, mais je pouvais apprendre à marcher à côté d'eux. J'ai appris à connaître les contours de mon propre chagrin, non pas pour le combattre, mais pour lui faire une place sans le laisser tout envahir. Ce ne fut pas une guérison, c'était un apprentissage. L'apprentissage de la coexistence avec ma propre histoire. Il n'y a pas eu de retour à la femme que j'étais avant. Il y a eu la lente naissance de celle que je suis devenue. Une femme qui connaît le poids des choses, mais qui a décidé de continuer à porter le sien. C'est là, dans le calme de ces journées répétées, que j'ai compris la vérité la plus profonde de ma longue existence. La survie n'est pas un acte héroïque. Ce sont 1000 moments silencieux où l'on décide de ne pas disparaître. Les dernières décennies ont été les plus étranges. Mon corps a commencé à me trahir, lentement, sans drame. Mes mains tremblent quand je porte une tasse. Mes pas sont plus courts, plus prudents, comme si je testais la solidité du sol à chaque instant. Je ne vois plus les détails lointains, mais paradoxalement, tout est devenu plus clair. En perdant la force de faire, j'ai trouvé le temps de voir vraiment. Je passe des heures à regarder la lumière changer sur le mur, à écouter le bruit de la ville qui monte jusqu'à ma fenêtre. Mon corps est une vieille carte fragile, mais mon esprit n'a jamais été aussi calme. Les angoisses, les urgences, la peur de mal faire, tout ça s'est dissous. Il ne reste que l'essentiel. Et il reste cette solitude particulière. Ce n'est pas la solitude d'être seul dans une pièce, c'est la solitude d'être la dernière à se souvenir du son exact du rire de Julien, de l'odeur du pain de ma mère, de la couleur du ciel le jour où Luc est parti. Je peux raconter ces histoires à mes arrière-petits-enfants. Ils écoutent avec une gentillesse patiente, mais pour eux, ce sont des contes d'un autre temps. Pour moi, ce sont des vies, des présences. Ils n'ont pas connu ce monde, alors comment pourraient-ils comprendre le poids de son absence? Je suis la gardienne d'un musée dont j'ai perdu la clé. Je suis la dernière témoin vivante de ma propre vie. Mon rapport au temps a changé. Avant, je le mesurais en saison, en récolte, en enfant à élever. Maintenant, il n'a plus de direction. Le passé n'est pas derrière moi. Il est en moi. Il vit à côté du présent. Parfois, en regardant mes mains ridées, je vois les mains lisses de la jeune fille de 20 ans, et pendant un instant, les deux existent en même temps. Mon but n'est plus de construire, de nourrir ou de maintenir. Mon but est de respirer, d'être là. Mon identité n'est plus un rôle que je joue pour les autres. Elle est la somme de tous ces silences, de toutes ces pertes, de tous ces matins où j'ai ouvert les rideaux quand même. J'ai passé une vie à croire que ma force résidait dans cette capacité à ne rien montrer, à tout absorber sans un bruit. Je pensais que c'était une protection nécessaire, une forteresse pour survivre. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois le prix de cette protection. Chaque pierre que j'ai ajoutée à mes murs m'a aussi isolé un peu plus. J'ai compris que l'armure que je portais ne me protégeait pas seulement du monde, elle me protégeait aussi de la vie. Le silence peut être une armure, mais même l'armure la plus solide finit par rouiller de l'intérieur. Cette armure, je l'ai portée si longtemps que j'ai cru qu'elle était ma peau. Une forteresse bâtie pour résister à tout, jusqu'à ce que je réalise qu'elle m'emprisonnait. Peut-être que vous comprenez ça. Peut-être que vous portez la vôtre en ce moment même, en m'écoutant. Je vous vois. Vous qui souriez quand tout se brise à l'intérieur. Vous qui avez transformé « je vais bien » en un réflexe si parfait que même vous
vous commencez à y croire. Vous qui pensez que montrer votre peine est une forme d'échec, une faiblesse impardonnable dans un monde qui demande d'être fort, toujours fort. Vous avez appris, comme moi, à être si solide que vous avez oublié comment vous pencher, comment demander de l'aide. Vous portez le poids de vos pertes en silence, convaincu que c'est votre devoir, votre seule option. Vous êtes devenu l'expert de votre propre solitude, un gardien silencieux de chagrin que personne ne soupçonne. Mais laissez une vieille femme vous dire la vérité qu'il m'a fallu un siècle pour apprendre. Ce n'est pas un conseil, c'est une loi de la physique du cœur. La douleur que l'on cache devient lourde, la douleur que l'on partage devient supportable. Je ne vous dirai pas de briser vos murs, c'est impossible et ce serait un mensonge. Mais peut-être, juste pour aujourd'hui, pouvez-vous ouvrir une petite fenêtre, juste une fissure, arroser une plante, écrire un mot sur un papier, faire une chose, une seule, qui ne soit pas un acte de survie pour les autres, mais un souffle pour vous. Ne cherchez pas le grand geste héroïque qui va tout changer. Il n'existe pas. Cherchez le petit moment, l'instant presque invisible où vous choisissez de rester. C'est tout ce qui compte. La survie n'est pas un acte héroïque. Ce sont 1000 moments silencieux où l'on décide de ne pas disparaître. Je m'appelle Adeline Fournier, j'ai 131 ans. Et maintenant, vous savez, il n'y a pas de secret. Pas de miracle dans toutes ces années. Il n'y a que le poids que l'on porte et le chemin que l'on continue, pas après pas. On ne célèbre pas la persistance. On la respire, un matin après l'autre, quand on choisit d'ouvrir les yeux, même lorsque le cœur est lourd. Ma longue vie n'a pas été un cadeau. Elle a été une décision répétée 1000 fois dans le silence quand personne ne regardait. La décision de faire un pas de plus, d'ouvrir un rideau, de ne pas devenir une ombre dans ma propre maison. Je m'appelle Adeline Fournier, j'ai 131 ans, et j'ai décidé de ne pas disparaître.